Non, je ne suis pas fou. Je suis tout à fait stable psychologiquement. Mais comment je peux le prouver ? 1887, à New York, au tribunal. Le policier Tom Boker a ramené 2 femmes devant le juge. La première, Mrs. Tennard, a appelé la police parce que la deuxième, une certaine Nellie Brown, se comportait de façon vraiment très bizarre. Nellie ne sait plus qui elle est, ni d'où elle vient. Elle ne se souvient quasiment de rien. Le disque dur a craché. Le juge écoute l'histoire et soupire. Comment vous appelez-vous ? Nellie Brown. J'ai perdu mes valises et je vous serai reconnaissante de les retrouver. Quand est-ce que vous êtes arrivé à New York ? Je ne suis jamais arrivé à New York, mais vous êtes à New York. Non, je ne suis jamais arrivé à New York. Là, c'est le silence, le malaise. Le juge ne sait absolument pas quoi faire de cette fille. Pour lui, c'est clair, elle a l'air folle. Et là, le policier sort la pire des idées. Envoyez-la sur l'île. Dans la salle, tout le monde se regarde comme s'il avait proposé de sacrifier un chaton. La femme qui l'a accompagné, elle panique, elle dit « Ne faites pas ça, c'est une jeune lady, elle ne survivra jamais là-bas. » Le juge hésite. Il sent qu'il joue littéralement avec la vie de cette fille. Mais Nellie, elle, ne comprend rien à ce risque. Elle regarde le juge droit dans les yeux et elle balance « Je ne veux pas rester ici. Envoyez-moi sur l'île. » Et l'île dont il parle s'appelait Blackwell's Island. Aujourd'hui, c'est Roosevelt Island, à New York. À l'époque, c'était le pire hôpital psychiatrique pour femmes. Une forteresse à souffrance. Personne ne savait ce qui se passait derrière ces murs. On y entre facilement, mais une fois à l'intérieur, il était impossible d'en sortir. Cette phrase vient de la célèbre journaliste Elizabeth Cochrane, qui écrivait sous le pseudonyme de Nellie Brown. Oui, la Nellie qui était au tribunal et qui faisait semblant d'être folle. C'était son plan. Sa mission, c'était de s'infiltrer sur le Blackwell's Island et révéler tout ce qui s'y passait. Et malheureusement, elle a réussi. Son livre 10 jours dans une madhouse va devenir une bombe médiatique. Elle va décrire ce qui se passe sur cette île. Et je peux vous dire que c'est pire que des horreurs. Vous vous demandez pourquoi je porte ça ? Je vous le dis à la fin de la vidéo. En 1886, Elizabeth Cochrane a 23 ans. Elle en a marre d'écrire pour des petits papiers sur le théâtre l'art pour Pittsburgh Dispatch. Elle rêve de vraies enquêtes, de terrain, de sueur, pas de critique d'un balai. Alors elle plaque tout et elle part à New York et cherche du boulot. Et pendant 4 mois, elle se tape que des refus. Parce qu'à l'époque, être une femme journaliste, c'était plus choquant qu'un twerk en pleine église. Mais en septembre 1886, miracle, elle tombe sur Joseph Pulitzer. Oui, le Pulitzer, celui de la future récompense mythique du journalisme. Et il lui propose un job qu'aucun mec n'a voulu faire. C'est se faire passer pour folle et entrer à Blackwell's Island et raconter ce qui se passe là-bas. Observer tout, le bon, le mauvais et écrire toute la vérité. On ne te demande pas une révélation, juste ce que tu vas y voir. Elisabeth, elle est courageuse, donc elle accepte direct. Donc ses missions secrètes, elle prend le pseudo de Nellie Brown. Elle invente une histoire simple, c'est que Nellie ne se souvient de rien. Elle a juste perdu ses valises. Pas de famille, pas de ville, mémoire en puzzle, parfait pour finir en asile. Elle se prépare pendant plusieurs jours, apprend le regard vide, s'entraîne comme une actrice de film d'horreur fauchée. Puis elle se rend dans un foyer temporaire pour femmes. Un refuge pour femmes où on peut dormir, manger et trouver un petit boulot. Et là, elle commence à foutre la trouille à tout le monde. Elle ne dort pas, elle reste assise toute la nuit à fixer un point dans le vide, elle accuse toutes les autres d'être folles, elle se balance nerveusement dans les escaliers et se comporte comme un jumpscare humain. Donc bien sûr, c'est la panique dans la maison d'accueil. Personne ne veut vivre avec une folle. Donc la responsable, Mrs. Tennard, tente de la foutre dehors, mais Nellie refuse. Alors, Mrs. Tennard appelle la police. « Vous êtes Nellie Brown ? » ?»« Oui, je suppose. »« D'où venez-vous ? » ?»« Je ne sais pas. Mais j'ai besoin de mes valises. » Donc, on revient au tribunal. Nellie est donc devant le juge qui hésite à l'envoyer sur l'île. Le juge soupire et conclut qu'elle a dû perdre la tête. Et il l'envoie donc chez un médecin pour décider si elle doit être envoyée sur l'île. Et c'est là que commence le vrai défi. Comment duper un vrai docteur professionnel ? Et Nellie, elle le sait. Je serai examinée par plusieurs médecins formés pour qui la maladie mentale est une spécialité. Comment les convaincre que je suis folle ? Et l'examen commence. Tirez la langue, je ne veux pas. Mais il va falloir. Vous êtes malade. Et je suis docteur. Je ne suis pas malade. Et je ne l'ai jamais été. Je vais juste retrouver mes valises. Elle finit par tirer la langue, le médecin prend le pouls, il observe ses pupilles. Nellie ne réagit pas, se fige totalement. Et c'est suffisant. Pour lui, c'est officiel, elle est complètement folle. Elle est transférée alors dans une salle d'hôpital à Bellevue, où plusieurs autres médecins l'examinent encore. Elle finit par comprendre une vérité terrifiante. Je crois désormais qu'aucun docteur n'est capable de dire si quelqu'un est fou ou non, avant qu'il ne soit déjà trop tard. Et finalement, Nellie est donc jugée incurable et elle est envoyée sur l'île. Destination Blackwell's Island. La porte se ferme derrière elle et la vraie histoire commence vraiment. Le transport sur l'île se fait sur un petit bateau. Dans un coin, une couchette tellement infecte que Nellie devait se pincer le nez pour y passer. Une femme malade y était allongée. Et à bord, l'attitude du personnel change brutalement. Les infirmières crient
Assis-toi, tais-toi. Elles parlent entre elles des patientes comme si elles n'étaient pas là. À l'arrivée, les femmes descendent une par une. Nelly, elle est là, derrière. Un homme la tient fermement par le bras. Elle demande « Mais quel est cet endroit ?» C'est Blackwell's Island, l'asile. Et tu n'en sortiras jamais. On les fait ensuite monter dans une calèche. Nelly tente alors de parler à une autre femme qui lui répond seulement « On doit se taire ». À l'hôpital, les patientes sont mises en file d'attente pour un examen du docteur. Devant Nelly, une jeune femme, Louise, arrive devant le médecin. Tout le monde réalise qu'elle ne parle pas un seul mot d'anglais. Elle est allemande, totalement lucide, mais incapable de comprendre où elle est ni pourquoi. On devine que quelqu'un l'a déposée ici, simplement pour disparaître. À l'époque, on envoyait des femmes à l'asile psychiatrique, juste parce qu'on n'était pas d'accord avec elle et qu'on voulait s'en débarrasser. Et quand vient son tour, Nelly décide d'agir normalement. Justement pour voir, est-ce que les médecins détecteront qu'elle est saine d'esprit. Je ne suis pas malade et je ne veux pas rester ici. Personne n'a le droit de m'enfermer. Le docteur l'ignore totalement. Il note son poids, sa taille, sa couleur des yeux, rien de plus. On les amène ensuite dans un couloir impeccable. Mur, sol, vitre, tout brille de propreté. J'ai pensé, comme les infirmières travaillent bien, dans quelques jours, je rirai de ma naïveté. Puis on les a conduits dans une pièce froide et humide. On ordonne de se déshabiller. Nelly a ensuite plongé dans une baignoire. 3 seaux d'eau glacée s'abattent sur elle d'un coup. J'ai eu la sensation de me noyer. L'eau n'est jamais changée tant que les patientes se lavent. Elle n'est vidée que lorsqu'elles deviennent noires. Et on la fait dormir ainsi, entièrement mouillée. Le lit trempé, la chambre glaciale, toutes les femmes grelottent jusqu'au matin. À 5h30, c'est retour à la salle de bain. 2 serviettes rugueuses pour toutes. Des patientes couvertes d'abcès s'essuient avec, puis les femmes avec la peau saine doivent s'essuyer avec la même. L'insalubrité est totale. Et la propreté des salles est due aux corvées des patientes elles-mêmes. Elles sont obligées de faire des corvées épuisantes, tout nettoyer, limite à l'aide de ses ongles. Et tout ça sous la menace. Au petit déjeuner, c'est thé froid, pain au beurre, bouilli. Dans son pain, Nelly trouve une araignée. Puis c'est la promenade. Les femmes marchent en colonne. Nelly décrit des rangées entières de patientes. Certaines crient, d'autres prient, chantent ou divaguent. Certaines sont vraiment malades. D'autres sont tout simplement détruites par les tortures quotidiennes. Mais le pire, ça reste la dernière colonne. Des femmes attachées entre elles par une corde passée dans les larges ceintures. Et l'extrémité de la corde est reliée à une lourde charrette où 2 infirmières sont assises. Donc, les soignantes se sont fait une charrette et se font tirer par les patientes. 10 jours plus tard, des employés de New York World arrivent enfin pour libérer Nelly Brown. Ils expliquent tout aux employés et elle arrive enfin à quitter l'asile. Donc pour elle, c'est une délivrance. Mais pas totalement. Pendant 10 jours, j'ai été l'une d'elles. Et aussi absurde que cela paraisse, il me semble incroyablement cruel de les laisser là-bas souffrir. Donc l'article de Nelly dans le New York World fait immédiatement sensation. Et elle devient une véritable star du journalisme. Les autorités lancent des inspections, des enquêtes et des fonds supplémentaires sont alloués justement pour améliorer les conditions des femmes là-bas. Mais malgré cette onde de choc, rien ne va changer véritablement là-bas. Parce que le cœur du problème reste intact. C'est la vision que la société a des gens qui ne réfléchissent pas comme tout le monde. Et tant que cette perception ne bouge pas, les plus grosses révélations, les plus hardcore, ne suffiront jamais à briser ce système. C'est quoi le pire truc qui peut arriver à un humain? La mort? L'humanité a inventé un level beaucoup plus sombre que la mort. C'est lorsqu'on t'efface en tant que personne. Petit à petit, jusqu'à ce que tu ne saches même plus comment tu t'appelles. On est tous un peu fous de toute façon. Mets un like si ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu te dis mais attendez, mais là, soit c'est moi qui est fou, soit c'est eux tous qui sont des oufs. Et on va faire un test psychiatrique. Regarde attentivement cette image. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu vois. Si tu vois des yeux, c'est que tu es paranoïaque. Si tu vois un éléphant, c'est que tu es dépressif. Si tu vois un papillon, c'est que tu es bipolaire. Si tu vois un dragon qui crache du feu, c'est que tu es agressif, impulsif. Si tu vois la tête d'un sanglier, c'est que tu es un antisocial. Mais si ce que tu vois ici est une grosse paire de bravo! T'as un profil psychologique tout à fait stable et équilibré, mais bien sûr! Tous les gens normaux, ils voient ça! Mets-moi dans les commentaires ce que tu as vu! Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les horreurs que cachent les couloirs des hôpitaux psychiatriques? Alors, c'est parti! Alors, l'histoire de la psychiatrie, c'est une fresque complètement folle. Dans l'Antiquité, on pensait que les personnes atteintes de troubles mentaux étaient possédées par des esprits ou touchées par les dieux. Donc, soit on les expulsait, soit on les tuait. Les anciens Sumériens pratiquaient la trépanation. Les archéologues ont retrouvé des crânes percés d'un trou net, comme si on avait soigneusement ouvert une fenêtre dans la tête avec l'idée simple. Si la tête est malade, il faut laisser sortir la maladie par un trou. Donc, faut faire un trou. Et d'autres peuples faisaient aussi la même chose. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup de patients survivaient et vivaient encore des années avec plusieurs trous dans le crâne. Oui, certains peuples en faisaient même plusieurs par sécurité que la maladie s'en aille bien. Après, je vous jure qu'il y a des gens à qui j'ai envie de faire plusieurs trous dans la tête histoire qu'ils aillent mieux. Et après, soyons honnêtes,
On n'a même pas de preuves réelles que c'était pour soigner la folie. Ça se trouve, c'était juste pour soigner des migraines. Hippocrate, en Grèce, recommandait déjà d'ouvrir le crâne pour soigner des problèmes mentaux. Et dans l'Antiquité, on pensait parfois que les fous avaient au contraire des pouvoirs, des visions prophétiques, la capacité de voir l'avenir. Et au Moyen-Âge, la folie se soignait surtout par la torture et l'exorcisme. Mais le plus courant, c'était de ne rien faire du tout. On saignait les malades, on les gravait d'opium, on les attachait au mur. On les battait jusqu'à ce qu'ils deviennent normaux. Le médecin Jean-Baptiste Van Helmont, au XVe siècle, a un jour remarqué qu'un patient avait failli se noyer pendant un bain et qu'après ça, soudainement, il est devenu beaucoup plus docile. Et donc pour lui, la conclusion, c'est que c'est ça qui marche. Et donc on a construit un dispositif qui était en réalité emprunté à la salle de torture, où on plongeait les patients sous l'eau jusqu'à demi-mort. Et le pire, c'est que ça n'a quasiment jamais guéri personne. Mais cette méthode a été utilisée pendant des siècles. Et pour d'autres, il y avait aussi des médicaments. Le fils du roi Charles Ier invente les gouttes royales. Attention, notez les ingrédients pour vous faire un petit cocktail ce soir. C'est cornes de cerf, vipère séchée, ivoire de mammouth et crâne humain. Mais attention, le crâne devait appartenir à quelqu'un de tué et pas de mort naturelle, très important. Et ce mélange était très populaire. En 1651, le médecin militaire John French a créé un médicament à l'aide du cerveau humain. On prenait un cerveau, on le réduisait en bouillie, on le faisait macérer dans de l'alcool, de vin et on le laissait fermenter le tout 6 mois. Et le tout dans du fumier de cheval. Donc on a un cerveau avec du vin et du caca de cheval. Si ça guérit pas un fou, je comprends pas. Et un autre traitement en façon tortue, c'est qu'on versait de l'huile bouillante sur le patient. Et on affirmait que la maladie sortait par les cloques. Le médecin français Jean Denis tente une transfusion de sang de mouton à un malade. Et le pire, c'est que le patient a survécu. Alors il se dit top bingo, c'est ça la solution. Et il continue encore plein de fois, mais à chaque fois, les gens décèdent. Et donc finalement, le médecin est exécuté. Et Benjamin Rush, lui, il invente la chaise apaisante, où on attachait le patient si fermement qu'il ne pouvait même plus bouger et ne pouvait regarder qu'un seul point fixe devant lui. Et le docteur américain Henry Cotton, au début du XXe siècle, traitait la folie en amputant des organes. Les dents, le côlon, les ovaires, les testicules, et bien sûr, un patient sur 2 mourait. Et plus tard, le médecin hongrois Ladislas Meduna invente la thérapie électroconvulsive, donc l'électrochoc. Sur ses premiers patients, 4 sur 6 auraient commencé à aller un peu mieux. Et le pire, c'est que même aujourd'hui, bon, ça reste extrêmement rare, mais ça existe toujours comme traitement. En vérité, dans toute l'histoire, très peu ont véritablement cherché à soigner la folie. L'objectif principal, c'était toujours de, surtout, l'isoler. C'est pour ça qu'on a construit des établissements spéciaux, des hôpitaux psychiatriques. Mais dans la plupart des cas, le mot juste serait plutôt zoo humain. Et l'une des expériences les plus connues dans ce domaine, c'est celle de Dr Rosenhan. Il a réuni un groupe de 8 personnes parfaitement saines et il leur a donné une mission: se faire interner dans 12 hôpitaux psychiatriques différents. Et tous ces pseudo-patients doivent dire exactement la même chose à tous les médecins. Ils entendent des voix, donc des hallucinations auditives. Et ces voix prononcent toujours 3 mots: vide, creux, bruit. And the voices said, empty, dull, thud. Et une fois admis, tous se comportent de façon complètement normale. Et le verdict tombe pourtant. 7 reçoivent un diagnostic de schizophrénie et l'autre de psychose maniaco-dépressive. Le véritable test commence alors. Ils doivent sortir de l'hôpital par leurs propres moyens. Et c'est impossible. On leur refuse la sortie tant qu'ils n'admettent pas être malades et tant qu'ils n'acceptent pas de prendre un traitement. L'expérience provoque un scandale chez les psychiatres. Leur argument c'est « qu'est-ce que vous voulez ? Un patient il arrive, il dit qu'il entend des voix, forcément on le traite. Logique médicale de base. » Rosenhan décide alors de mener un second test. Il contacte un hôpital américain très réputé et leur propose un défi. Pendant 3 mois, il tentera d'y envoyer un ou alors plusieurs pseudo-patients. Et la tâche du personnel, c'est de les identifier. Donc, 3 mois passent et l'hôpital psychiatrique annonce fièrement qu'ils ont repéré 41 faux pseudo-patients. Sauf que Rosenhan n'en a envoyé aucun. En 1988, 2 psychiatres, Loring et Powell, mènent une autre étude. Ils distribuent à 290 confrères le dossier d'un même patient. À la moitié d'entre eux, ils disent que ce patient est blanc. À l'autre moitié, ils disent qu'il est afro-américain. Malheureusement, dans les résultats, dans la plupart des cas où le patient était présenté comme afro-américain, les psychiatres attribuaient à ce dossier beaucoup plus souvent une tendance à l'agressivité. Alors, forcément la question se pose, la médecine moderne est-elle réellement capable de diagnostiquer correctement quelqu'un qui a des troubles mentaux ? Est-ce qu'on comprend réellement comment fonctionne notre propre cerveau? Et un autre détail très fascinant, lors du tout premier test de Rosenhan qu'on a vu, aucun des médecins n'a deviné que les pseudo-patients étaient sains. Mais pourtant, les vrais patients internés à l'hôpital, donc les vrais qui ont des troubles, ils ont tout de suite su remarquer les personnes mentalement saines. Ils ont compris immédiatement que les nouveaux venus jouaient un rôle. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du 19e, 18e siècle, tu vois, c'est à l'ancienne. Évidemment, c'était beaucoup pire à l'époque. Mais l'une des histoires les plus glaçantes qu'on va voir maintenant
elle appartient bien au XXe siècle. En 1949, le comité Nobel remet ses prix et la récompense suprême en médecine est attribuée à Egas Moniz, ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal. Et son innovation, c'est un traitement unique pour les malades mentaux. On ouvrait le crâne avec un instrument qui ressemblait à un clou. On séparait le lobe frontal du reste du cerveau. Et après ça, un patient très agité devenait très calme, ou plutôt végétatif. Enfin, à condition de rester en vie. Et donc Moniz nomme l'opération la leucotomie. Mais aux États-Unis, on préfère lui donner un autre nom, la lobotomie. Et l'ampleur du désastre explose. Environ 80 000 lobotomies sont réalisées. Un patient sur 9 meurt. Et même ceux qui survivent restent souvent handicapés jusqu'à la fin de leur vie. Ce prix Nobel devient alors un des plus honteux de toute l'histoire du comité. Mais comment une opération aussi destructive et aussi inefficace est devenue aussi populaire? Et tout ça, c'est grâce à Walter Freeman, un neurologue américain. Très mauvais médecin, mais excellent homme d'affaires. Freeman, lui, il ne savait pas percer des crânes. Alors il a une idée de génie, c'est pourquoi percer le crâne alors qu'il existe déjà 2 trous pour y entrer. Il réalise qu'en introduisant une longue tige entre l'œil et le nez, on peut atteindre le cerveau. Et s'il n'a pas d'outil professionnel, bah c'est pas grave, tu prends un pic à glace et puis un marteau et on y va. Une opération lui prend environ 10 minutes. On lui amène un patient, Freeman l'endort avec un électrochoc, il insère son pic entre l'œil et le nez, frappe au marteau et transforme la partie frontale du cerveau en purée. Et il dit que le patient est guéri, ou plutôt détruit. Et c'est ça qui m'est arrivé. Non, je rigole. Et Freeman est un génie du marketing. Il rebaptise la leucotomie la lobotomie. Il se l'approprie comme une invention personnelle. Il achète de la publicité dans les journaux, il commande de fausses critiques positives, et en un rien de temps, la méthode miracle envahit les États-Unis. Une opération coûte seulement 25 $. C'est une affaire en or. Freeman devient alors une star. Il traverse tout le pays, il opère partout, il convainc tout le monde, il filme même ses interventions. Il existe toujours ces vidéos horribles, d'ailleurs que je posterai sur mon Telegram parce que c'est impossible de le montrer ici. Donc scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Et le pire, c'est que même l'État lui envoie environ 1000 vétérans de la Seconde Guerre mondiale pour soigner leur traumatisme psychique. Donc imaginez juste, le mec il a réussi à survivre à la guerre, puis c'est Freeman qui l'achève. En plus, le docteur il opère chez lui, dans son salon, au calme, pas de bloc opératoire. Il traite jusqu'à 20 patients par jour. Et au total, il réalise environ 4000 lobotomies et savoure la célébrité. Chez lui, tout le monde peut finir sur la table. Il ne fallait même pas être réellement malade. Des maris y amenaient des épouses capricieuses, les parents amenaient leurs filles ou fils beaucoup trop actifs, on y amenait des femmes qui voulaient juste divorcer ou refuser d'obéir. Ah ouais, non mais l'Amérique des années 50, c'est profondément patriarcal. D'ailleurs, la majorité des victimes de Freeman sont des femmes. La lobotomie est tellement populaire qu'on y envoie même Rosemary Kennedy, la sœur cadette de John Kennedy, donc le président américain. À la base, elle souffrait juste de dyslexie. Donc, elle lisait et puis elle écrivait avec difficulté. Et à l'époque, on ne savait pas comment l'aider. Mais Freeman, lui, il a su comment faire. À 23 ans, il l'opère. Donc, Rosemary perd définitivement la parole, la marche et la capacité d'être elle-même. Alors, elle vivra longtemps, jusqu'à ses 86 ans, mais elle ne parlera jamais. Et un autre patient de Freeman perd la mémoire à long terme. Et chaque matin, il se réveille sans se souvenir du jour précédent. D'autres femmes sont envoyées chez lui simplement parce qu'elles avaient trop de caractère. Et en un instant, leur vie était réduite au silence. Et Walter Freeman pratique jusqu'en 1960. Il a donc réalisé plus de 6000 opérations, et la plupart de ses survivants resteront handicapés jusqu'à la fin de leur vie. Et un des pires cas, c'est celui dont je parlais, c'est la psychiatrie punitive. En 1851, un médecin américain, Samuel Cartwright, invente un nouveau terme. C'est la drapétomanie. Selon lui, c'est la maladie qui pousserait les esclaves noirs à s'enfuir. Et pour de nombreux médecins américains à l'époque, un noir qui souhaiterait être libre, il a forcément un problème mental. La liberté serait dangereuse pour les Afro-Américains. Parce qu'une fois libres, ils vont forcément devenir meurtriers ou voleurs. C'est ce qu'ils affirmaient à l'époque. Et donc on a posé officiellement un diagnostic de drapétomanie. Et le traitement était simple et monstrueux. C'est amputer les orteils du patient. Car sans orteils, il est impossible de courir. Donc là, vous vous dites, oui, c'est horrible, mais bon, heureusement que c'était qu'à l'époque. Mais à peine un siècle plus tard, en 1958, l'histoire ne devient pas moins effrayante. Clennon Washington King, un militant afro-américain pour les droits civiques, décide de s'inscrire à l'université de Mississippi. Et à ce moment-là, aucun étudiant afro-américain n'y est accepté. Et la police l'arrête avec une justification hallucinante. Tout noir qui tente de franchir les portes de cette université doit être malade mental. Et donc ensuite, King
disparaît. Et on le retrouve interné dans un hôpital psychiatrique où il restera plus de 2 semaines. Alors lui, loin d'être brisé, il en ressort même super déterminé. Et il continue son combat sous toutes les formes possibles. Et en 1960, il se présente même à l'élection présidentielle sous l'étiquette de l'Independent Afro-American Party. Et il devient ainsi le premier homme afro-américain à se présenter pour les élections présidentielles aux États-Unis. Alors mes yagadou, mes yagafou, j'espère que cet épisode ne vous a pas trop fait peur. Ah oui d'ailleurs pour l'œil, j'ai juste chopé une conjonctivite et c'est super dégueulasse. Donc je sais pas quand ça va guérir, mais vous voyez que je continue de travailler même avec ça pour vous. Donc mettez un maximum de likes et moi je vous fais un maximum de yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt. Pourquoi je fais ça? Bon allez, bisous.